Tout a commencé dans les marges, pas dans les manuels d'histoire, pas dans les revues universitaires, mais sur des photographies, de vieilles photographies, celles avec ce grain sépia qui rend tout à la fois plus réel et plus incertain. Des photographies de gens extraordinairement grands, des gens qui ne devraient pas exister selon le récit rassurant qu'on nous a transmis sur les limites physiques humaines et les constantes de l'évolution. Et puis, ils ont disparu. Pas progressivement, pas à travers un déclin documenté de la taille moyenne ou une lente dérive génétique qu'on pourrait retracer dans les dossiers médicaux. Ils ont simplement cessé d'apparaître. Quelque part vers 1800, peut-être 1850 ou plus tard, les archives photographiques basculent, les géants s'évaporent. Et plus je creusais cette absence, plus elle semblait correspondre à autre chose. Quelque chose que nous avons déjà exploré dans cette série, la disparition rapide de la Tartarie elle-même. La corrélation semblait trop précise pour être fortuite. Soyons clairs sur ce que j'observe. Ce ne sont pas des artistes de cirque, ce ne sont pas les anomalies génétiques occasionnelles qu'on voit encore aujourd'hui, des personnes atteintes de gigantisme ou d'acromégalie, documentées et comprises. Ce sont des individus, souvent plusieurs dans la même photographie, qui semblent mesurer 2,10 m, 2,40 m, 2,70 m, parfois plus. Et ils ne sont pas photographiés comme des curiosités, mais comme des membres ordinaires de la société. Debout avec leur famille, travaillant sur des chantiers, vêtus en soldats, en fermiers, en ouvriers. Ils apparaissent intégrés à la vie quotidienne d'une manière qui suggère une parfaite normalité pour leur époque. Le schéma se répète avec une régularité troublante, une photographie de Sibérie vers 1870. 3 hommes debout près d'un encadrement de porte standard. L'encadrement lui-même fait près de 4 mètres de haut. Je l'ai mesuré par rapport aux dimensions connues du bâtiment qui existe toujours. 2 des hommes sont de taille normale. Le 3e doit se baisser légèrement. Il porte des vêtements de travail. Il a l'air de s'ennuyer. Ce n'est pas une photo mise en scène célébrant une anomalie, c'est une équipe de travail. Une autre image, celle-ci de la frontière américaine, datée de 1883. Un groupe d'ouvriers du chemin de fer. 7 hommes. 3 d'entre eux dominent les autres d'au moins 1 mètre. Encore une fois, vêtements de travail, visage fatigué, la posture décontractée de gens qui sont simplement au travail. Pas en train de jouer un rôle, pas exhibés. C'est le caractère banal de ces images qui rend leur contenu d'autant plus extraordinaire et troublant. Et voici le plus étrange. Ces photographies existent en abondance relative jusqu'à un certain moment. Puis, elles s'arrêtent. Pas lentement. Pas avec une fréquence décroissante. Elles s'arrêtent net. Comme si on avait actionné un interrupteur, comme si les géants eux-mêmes n'étaient soudainement plus là pour être photographiés. Cela soulève une question simple mais cruciale. Où sont-ils passés? Dans l'enquête précédente, nous avons exploré la possibilité que ces géants aient servi de gardiens du savoir et des infrastructures tartares. Les portes énormes, les caractéristiques architecturales démesurées, les fenêtres de sous-sol qui se trouvent maintenant au niveau du sol, tout cela suggérait des êtres littéralement plus grands que nature. Des êtres qui auraient moins pu entretenir, protéger ou même faire fonctionner les systèmes avancés que nous avons documentés tout au long de cette série. Les preuves matérielles pointent sans cesse vers des opérateurs d'une taille exceptionnelle et vraisemblablement de capacité exceptionnelle. Mais gardiens de quoi, exactement? Et pourquoi auraient-ils eu besoin de disparaître? Considérons à nouveau l'architecture, pas seulement son échelle, mais sa raison d'être. Ces bâtiments n'étaient pas simplement grands. Ils étaient sophistiqués d'une manière qui semble dépasser les capacités technologiques supposées de leur époque. Des systèmes d'énergie libre, si les théories sur l'électricité atmosphérique tiennent la route. Des chambres de résonance harmonique. Une circulation avancée de l'eau et de l'air. Des structures construites avec une précision que les ingénieurs modernes peinent à expliquer. Encore moins à reproduire avec les outils prétendument disponibles dans les années 1800. La sophistication technologique semble délibérément conçue pour des opérateurs capables de travailler à une échelle physique supérieure. Et si ces géants n'étaient morts pas seulement gardiens de bâtiments, mais de connaissances,
de savoir opérationnel, le genre de compréhension qui ne peut pas être couchée sur papier ou facilement transmise, celle qui exige une présence physique, une démonstration, une expertise incarnée. L'explication officielle s'effondre ici, car si ces êtres ont existé, et les preuves photographiques suggèrent que oui, alors leur disparition soudaine pose une crise pour les récits historiques conventionnels. On ne peut pas simplement perdre toute une catégorie d'humanité sans explication, sans archives, sans documentation de maladies ou de conflits ou de l'un des mécanismes par lesquels les populations déclinent, à moins, bien sûr, que leur disparition n'ait été orchestrée, à moins que quelqu'un ait décidé qu'ils devaient être effacés de l'histoire pour de bon. Et c'est là que le déluge de boue devient impossible à ignorer. Nous avons documenté les preuves dans les épisodes précédents. Des villes ensevelies sous des mètres de sédiments, des premiers étages transformés en sous-sol, des rues surélevées, des architectures entières au niveau du sol submergées et oubliées. Le schéma mondial de ce qui ressemble à un événement catastrophique d'ensevelissement survenu quelque part au milieu ou à la fin des années 1800. Le calendrier s'aligne presque parfaitement avec la disparition des géants des archives photographiques, pas approximativement, pas à peu près, presque parfaitement. Je me suis retrouvé à me demander, et si le déluge de boue n'était pas qu'un événement géologique? Et si c'était une remise à zéro? Un effacement délibéré non seulement des bâtiments et des infrastructures, mais des gens qui les comprenaient, des êtres qui pouvaient les faire fonctionner, les entretenir, les expliquer. Et si l'ensevelissement physique de l'ancien monde avait coïncidé avec le retrait physique de ses gardiens? Regardez ce qui subsiste. Nous avons les coquilles des bâtiments tartares, reconvertis, rebaptisés, leurs fonctions originelles obscurcies ou oubliées. Nous avons les fenêtres de sous-sol et les rez-de-chaussée enterrés. Nous avons les portes trop grandes qui accueillent maintenant des humains de taille normale, bien qu'elles semblent perpétuellement surdimensionnées, perpétuellement excessives par rapport à leurs fonctions supposées. Ce que nous n'avons pas, ce sont les opérateurs, les mainteneurs, les gardiens. Les géants ont disparu. Et avec eux est parti le savoir opérationnel de la civilisation qu'ils protégeaient. Plus je plongeais dans les archives historiques, le peu qui existe, plus je remarquais des schémas de perturbation qui se concentrent autour de cette même période. Le milieu et la fin des années 1800 n'étaient pas seulement une époque de bouleversement politique ou de révolution industrielle. C'était une époque d'étranges silences dans les archives historiques, des dossiers hospitaliers qui s'arrêtent brusquement, des données de recensement qui deviennent incohérentes ou sont entièrement perdues, des années entières où certains types de documentation n'existent tout simplement pas détruits dans des incendies ou des guerres, juste absents, comme s'ils n'avaient jamais été créés ou avaient été systématiquement retirés. Les lacunes dans la documentation semblent trop cohérentes et trop délibérées pour s'expliquer par simple négligence ou accident. Et voici où ça devient gênant. La documentation qui survit se contredit souvent. Des tailles enregistrées dans les dossiers militaires qui semblent impossiblement grandes. Des anomalies médicales notées une fois, puis plus jamais mentionnées. Des références à des individus inhabituellement grands qui apparaissent dans une source et sont complètement absentes d'un autre compte-rendu du même événement. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste que de simples erreurs de tenue de registre. Considérons à nouveau les photographies, celles qui existent. Beaucoup d'entre elles ont été corrigées dans les réimpressions ultérieures, l'échelle normalisée. Les individus de grande taille réduits à des proportions normales par un recadrage soigneux ou, ces dernières années, par manipulation numérique. J'ai retracé des plaques de verre originales et les ai comparées aux versions publiées. Les modifications sont indéniables. Quelqu'un s'est activement employé à faire disparaître ces images, ou du moins à les rendre moins anormales, moins impossibles. L'effort pour normaliser ou effacer ces images semble systématique plutôt qu'aléatoire ou accidentel. Pourquoi? C'est là que le mystère s'approfondit jusqu'à devenir presque insoutenable. Car si le déluge de boue était un événement mondial, et les preuves le suggèrent fortement,
alors sa coordination implique quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas ensevelir plusieurs continents sous des mètres de sédiments par des processus géologiques aléatoires. Pas simultanément, pas avec la précision que nous observons dans les archives architecturales. Et si la disparition des géants était liée à cet événement, alors nous regardons un effacement coordonné d'une ampleur qui défie l'imagination. Un effort mondial pour retirer non seulement des gens, mais le souvenir de ces gens. Pour les gommer des photographies, des archives, de la conscience collective. Les défis logistiques d'une telle entreprise auraient pas de nécessité une organisation et des ressources qui officiellement n'existaient pas à l'époque. Le schéma se répète dans le monde entier, Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie. Partout où nous trouvons l'architecture tartare, nous trouvons aussi cette même lacune étrange dans les archives humaines. Cette même période où les individus très grands disparaissent simplement de la documentation. Pas par la guerre, pas par la peste, pas par l'un des mécanismes par lesquels les populations déclinent habituellement. Ils sont juste partis. Et les sociétés qui restent semblent avoir collectivement accepté de faire comme s'ils n'avaient jamais été là. Comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Comme si un scénario avait été écrit et que chacun avait son texte. Le silence était assourdissant. L'uniformité de ce silence à travers les cultures et les continents est peut-être encore plus dérangeante. Revenons à ce que nous avons déjà établi sur la technologie tartare. Les systèmes d'électricité atmosphérique, l'architecture à résonance harmonique, les mécanismes de purification de l'eau et de l'air intégrés dans la structure même de ces bâtiments massifs. Tout cela nécessitait une expertise pour fonctionner et être entretenu. On ne construit pas une machine aussi sophistiquée pour ensuite simplement l'abandonner. On ne crée pas des systèmes aussi complexes sans laisser de manuels d'utilisation détaillés, de programmes de formation, de plans de succession. À moins, bien sûr, que le savoir n'ait jamais été destiné à être écrit. À moins qu'il ne s'agisse d'un savoir incarné, détenu par des individus spécifiques qui pouvaient physiquement interagir avec des systèmes conçus pour leur échelle et leur capacité. L'absence de documentation technique écrite pourrait ne pas indiquer des archives perdues, mais plutôt un savoir jamais destiné à la documentation. Des géants mesurant 2,40 m, 2,70 m, 3 mètres pouvaient atteindre des composants logés dans des plafonds qui semblent maintenant purement décoratifs. Pouvaient manipuler des mécanismes intégrés dans des éléments architecturaux que nous avons réinterprétés comme purement esthétiques. Pouvaient opérer à une échelle qui donnait un sens à des bâtiments dont les proportions semblent maintenant excessives, dispendieuses, illogiques. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Les bâtiments n'étaient pas à ne pas surdimensionnés pour un usage humain. Ils étaient parfaitement dimensionnés pour leurs opérateurs prévus. Et quand ces opérateurs ont disparu, les bâtiments sont devenus des musées d'une technologie à laquelle nous ne pouvons plus accéder. De belles coquilles abritant des systèmes que nous ne comprenons plus, entretenus par des gardiens dont nous ne nous souvenons plus. Leur disparition a transformé une technologie fonctionnelle en architecture inexplicable, un but en simple esthétique et curiosité historique. Ce qui me hante le plus, ce n'est pas la présence des géants sur les vieilles photographies, c'est leur absence dans les récits actuels. Le silence complet et total sur ce qui devrait être l'une des questions anthropologiques les plus importantes de notre époque. Où sont-ils allés? Pourquoi sont-ils partis? Qui a décidé que leur existence devait être gommée de l'histoire officielle? Pas pourquoi, pas quand, pas sous quelle autorité? Non, comment? Comment coordonne-t-on un effacement mondial de cette ampleur? Comment convainc-on ou oblige-t-on ou contraint-on des sociétés entières à oublier toute une catégorie d'êtres humains? Comment maintient-on ce silence à travers les générations, à travers les cultures, à travers les continents? Les mécanismes nécessaires à un effacement aussi complet suggèrent une coordination à des niveaux qui officiellement n'ont jamais existé. Le déluge de boue peut fournir une partie de la réponse, un événement catastrophique, qu'il soit naturel ou orchestré, qui a littéralement enseveli l'ancien monde, qui a forcé les survivants à déterrer, reconstruire,
se réorienter. Dans le chaos d'une telle remise à zéro, la mémoire devient malléable. Les récits officiels peuvent être écrits par quiconque émerge avec le pouvoir et les ressources. Et si les géants ont été spécifiquement ciblés pour être retirés, soit physiquement éliminés, soit relocalisés quelque part hors de portée de la société conventionnelle, alors le déluge de boue aurait fourni une couverture parfaite. Blâmer leur disparition sur la catastrophe, intégrer leur absence dans le traumatisme général de la remise à zéro. Attendre une génération ou deux que la mémoire directe s'estompe, puis simplement nier qu'ils aient jamais existé. Réécrire les manuels, supprimer les photographies et attendre que le temps achève l'effacement. Je reviens sans cesse à une seule pensée. Quel savoir est mort avec les géants? On nous dit que nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent, que chaque génération s'améliore par rapport à la précédente, que le progrès est linéaire et inévitable. Mais et si nous vivions en fait dans un âge sombre? Et si la technologie que nous avons perdue, les systèmes d'énergie libre, l'architecture harmonique, la compréhension sophistiquée de l'électricité atmosphérique, et si tout cela était en fait supérieur à ce que nous avons maintenant? Et si nous confondions notre rétablissement après une perte catastrophique avec un véritable progrès vers un territoire nouveau? Les bâtiments le suggèrent. Ils sont plus durables que la construction moderne, plus économes en énergie, plus en harmonie avec les systèmes naturels. Et ils ont prétendument été construits avec une technologie bien plus primitive que celle que nous possédons aujourd'hui, sauf s'ils ne l'ont pas été, sauf si les bâtisseurs avaient accès à un savoir que nous avons perdu, un savoir qui aurait pu être détenu et transmis par les gardiens mêmes qui ont disparu après 1800. Plus je regarde, plus il semble que nous ne grimpons pas vers un sommet technologique. Nous remontons après une chute. Nous récupérons des fragments d'une sagesse que nous possédions autrefois et que nous avons ensuite perdue d'une manière ou d'une autre, ou qui nous a été retirée. Et les géants savaient. Ils étaient le pont entre l'ancien monde et le nouveau. Ils étaient le lien vivant avec le savoir tartare. Et quand ils ont été retirés, de quelque manière que ce retrait ait été accompli, le pont a brûlé derrière eux. Nous sommes peut-être des orphelins technologiques, luttant pour redécouvrir ce qui était autrefois un savoir commun pour un peuple disparu. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas sûr que quiconque en ait, mais les questions elles-mêmes valent la peine d'être posées, même si, surtout si, elles nous mettent mal à l'aise. Pourquoi les photographies s'arrêtent-elles? Pourquoi la documentation d'individus extrêmement grands disparaît-elle des archives après une date précise? Pourquoi cette disparition coïncide-t-elle si précisément avec les événements du déluge de boue que nous avons documentés? Qui a profité de leur retrait? Quel système de pouvoir était menacé par leur existence, par le savoir qu'ils protégeaient? Et peut-être le plus troublant, si un tel effacement mondial coordonné était possible à l'époque, qu'est-ce qui l'empêche de se reproduire? Quelles autres vérités auraient pu être ensevelies sous des mètres de boue et des générations de silence? Quelle catégorie d'expériences humaines pourrions-nous vivre en ce moment même sans les reconnaître comme historiquement significatives? Les géants ont disparu. Les bâtiments demeurent, vides et reconvertis. Et nous restons avec des fragments, des photographies qui semblent impossibles, des caractéristiques architecturales qui n'ont aucun sens, des portes construites pour des corps qui officiellement n'ont jamais existé. L'histoire officielle nous dit que nous voyons des choses qui ne sont pas là, que nous cherchons des schémas là où il n'en existe aucun, que les photographies sont mal interprétées, l'échelle déformée, les preuves peu convaincantes. Mais une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Et l'absence, la vaste absence béante où les géants devraient être, cette absence elle-même est une preuve, un espace négatif dans l'histoire. Un trou qui a exactement la forme de la vérité qu'on ne nous autorise pas à nous rappeler. Le vide qu'ils ont laissé derrière eux parle plus fort que toute documentation ayant survécu à leur retrait de notre mémoire collective. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué ces schémas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais attention, l'algorithme ne veut pas qu'on en discute. Les gardiens ont disparu. Le monde qu'ils protégeaient a été enseveli et oublié. Et nous restons avec la question la plus simple, la plus essentielle. Quoi d'autre ne nous rappelons-nous pas?
Quoi d'autre nous a-t-on appris à oublier?